BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, qui est aujourd'hui haut commissaire au plan. Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Vous avez été nommé le 5 mars dernier, lorsque François Bayrou est parti, lui, à Matignon. On va rappeler quand même que vous êtes aussi commissaire à France Stratégie, puisque ça fait partie, lorsqu'on vous a critiqué en disant « mais ça sert à quoi d'être au commissaire au plan ? Il faut faire des économies ». Donc vous avez décidé, vous avez annoncé la fusion avec France Stratégie. C'est le plan, on sait que c'est très intéressant, des notes très intéressantes, mais il y a quand même une question, je vois bien partout des papiers encore tout à l'heure en disant mais ça sert à quoi aujourd'hui, vous qui êtes plutôt jeune? Certes, il y avait Jacques Delors, il y a des ancêtres, Michel Rocard, il y a des ancêtres célèbres, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose? Oui, je crois, on voit bien qu'on a besoin de temps long, de réflexion sur le long terme, et puis pour les infrastructures, je pense à l'énergie, je pense au data center, je pense aux réflexions sur des grands sujets comme la démographie, que le plan a aussi remis dans le jeu, si je puis dire. On a besoin de réfléchir à long terme. Moi, vous savez, j'étais très surpris. Quand je suis arrivé, je pensais que j'allais avoir plutôt des questions, des encouragements, des sollicitations dans la sphère publique, des ministères et autres. On vous a dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Non, mais ceux qui m'ont dit le plus, on a besoin que l'État se préoccupe de réfléchir, non pas pour demain matin, mais pour dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 25 ans, notamment sur les questions écologiques, ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des grandes entreprises de l'énergie, grandes entreprises des télécoms. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Je fais un certain nombre de déplacements de terrain aussi, sur les terres rares, sur des questions comme ça. Si on n'a pas des stratégies d'investissement, de planification de nos investissements publics en particulier, mais aussi avec le privé, je pense qu'on raterait quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand le plan a été créé, je ne veux pas faire un long historique, mais il a été créé en 1946, dans une période évidemment d'économie plutôt administrée, mais de reconstruction, et à des moments où dans quelques grandes industries, je pense à l'acier, notamment au charbon à l'époque, c'est pas la même époque, on se demandait comment avoir des investissements dans le temps long. Aujourd'hui, c'est pareil sur la transition écologique, sur l'énergie en particulier, et on a besoin, je crois, de cette réflexion. Oui, mais pour l'instant, d'abord, je crois qu'il est parti avec quasiment tous ses collaborateurs. Vous avez plus grand monde avec vous. Enfin, vous voulez en faire une ruche, je vous cite, une ruche bourdonnante. Oui, mais je confirme. D'abord, vous avez rappelé, pour être simple, il y a 2 structures qui vont être fusionnées très vite. Le Haut Commissariat au Plan, que présidait François Bayrou, et France Stratégie, qui est une institution plus ancienne. Au total, ça fait à peu près 80 personnes. Et donc, c'est une ruche d'ores et déjà. Et je veux qu'on fasse plus de choses et qu'on se connecte plus au débat d'actualité. Je vais prendre des exemples très concrets, parce que je veux être jugé sur pièce, pas dans les grands discours. Depuis que je suis arrivé, on a déjà sorti 6 rapports. Certains étaient évidemment déjà engagés, mais j'ai voulu, par exemple, qu'on crée ce qu'on appelle des notes flash sur des sujets qui méritent de la science, des chiffres, des faits. Je pense au service civique ou au service militaire. Beaucoup de gens ont des avis sur la question. Très peu de gens l'avaient chiffré. On a dit, par exemple, si on veut un service militaire, c'est très cher. Ça coûte 15 milliards d'euros par an. Au moment où on doit faire aussi des économies. On a chiffré, c'était cette semaine, l'effort de défense. On entend beaucoup de responsables politiques de tous bords d'ailleurs dire il faut de la défense ou pas trop. Bon, on a mis des chiffres derrière tout ça. Si on veut par exemple 3,5% du PIB consacré à la défense d'ici 2030, donc dans 5 ans, c'est demain matin, il faudrait doubler le budget des armées. C'est possible, moi je pense qu'il faut augmenter l'effort de défense, ça sera au président de la République de choisir, mais il faut qu'on puisse illustrer ses choix et ses arbitrages. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font dans le débat public, et on y contribue. Mais est-ce que lorsque vous observez ce qui se passe, on va rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr, Clément Beaune, mais lorsque vous observez ce qui se passe, est-ce que vous ne dites pas, on sait tous, enfin vous savez, vous les politiques, les armoires sont pleines des ministères de rapports très intéressants, avec des chiffres, des actions possibles, et qu'in fine, il n'y en a pas. Vous avez raison, il s'agit de décider, pas que d'éclairer ou de savoir. Mais nous, on doit éclairer des choses. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'avant la note qu'on a publiée, peut-être d'autres l'auraient fait, mais on l'a faite, on savait que l'option du service militaire, c'était 15 milliards d'euros par an. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rende compte que si on veut, et on doit le faire, augmenter notre budget de défense, eh bien, il faut faire des choix de dépenses publiques et de réformes économiques qui sont importants et les illustrer, parce que le débat public, c'est souvent aller sur un plateau, et c'est très bien de communiquer, je le fais ce soir, mais j'entends pas beaucoup de chiffrage, j'entends plutôt du yaka faucon. Et je pense que c'est important dans la période qu'on vit, où les débats sont polarisés, où les débats sont simplifiés, on préfère le buzz à des comparaisons et des options chiffrées, que nous,
on ait cette responsabilité. Voilà, donc ça, je pense que c'est intéressant. Vous savez, j'étais à Berlin hier. Les Allemands, ils ont des grandes fondations qui sont liées aux partis politiques, qui font ce même travail. C'est une organisation différente, mais c'est la même mission. Et j'ai rencontré le président de la Konrad Adenauer Stiftung, la plus grande fondation. C'est 1500 personnes, vous voyez, donc on est loin de ça. Et eux, ils sont en train de renforcer, à la demande du chancelier allemand, leur capacité de planification. Il faut dire qu'il a un plan d'investissement de 500 milliards, donc effectivement, on a notamment des infrastructures. Ça s'organise. Donc oui, il faut savoir un peu où est-ce qu'on va les mettre. À propos de chiffres, justement, Amélie de Montchalin, donc, qui est aujourd'hui en charge des comptes publics, devant le Sénat, elle a dit que, bon, certes, elle ne voulait pas utiliser la tronçonneuse, mais elle voulait quand même restructurer un peu toutes les différentes agences de l'État et pour obtenir 2 à 3 milliards d'euros d'économies. Vous lui répondez quoi ? Elle a raison de vouloir, les ministres du budget, elle cherche des économies, c'est pas une tâche facile. Donc, Non, mais le fait justement de supprimer beaucoup d'agences de l'État, de les fusionner, est-ce que pour vous... Il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a un paysage qui est effectivement très foisonnant d'agences, d'opérateurs, de comités, on en parle beaucoup. De commissions. De commissions. Beaucoup parlent de la fusion, vous savez, c'est un peu comme les frites McCain, il y a ceux qui en parlent, c'est pas toujours ceux qui en font le plus. Donc j'entends beaucoup, M. Lisnard, M. Wauquiez, etc., dire à bas les opérateurs, à bas les agences. Bon, parfois, ils en ont créé eux-mêmes quand ils étaient aux responsabilités, mais on a raison de vouloir rationaliser, optimiser. Nous, on le fait avec cette fusion entre France Stratégie et le plan, justement pour être efficace avec moins de moyens publics et en faisant des économies. Donc, au moins, on le fait par l'exemple. Mais au-delà de ça, les opérateurs, on peut sans doute faire mieux et qu'on fasse des économies. Vous êtes d'accord qu'il faut un petit peu de tronçonneuse, une petite ? Oui, Amélie de Montchalin, je suis d'accord avec elle. Elle a raison d'exclure les expressions un peu milléniennes, si je puis dire, où on veut faire afouera. Voilà, Trumpiste, on simplifie les choses. Justement, ce n'est pas les opérateurs, les agences qui vont faire tous les efforts d'économie. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Non, mais 2 à 3 milliards, c'est déjà ça. Bien sûr, c'est pour ça que je dis elle a raison. Mais j'entends beaucoup dans le discours ceux qui parlent de la tronçonneuse et qui disent il n'y a qu'à tout supprimer. Moi, j'ai eu le malheur de dire dans une audition au Sénat, les agences, les opérateurs, c'est 5% de la dépense publique. On me dit, si on peut économiser 5% de la dépense publique, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. On ne va pas tout supprimer. La moitié des opérateurs, c'est quoi ? C'est les organismes de recherche, les universités, les musées. On ne va pas fusionner le Louvre et le Muséum. Il n'y a pas que ça. Au total, il y en a 1100, donc 434 opérateurs de l'État et 701 dans les 430... organismes divers. Alors, je suis d'accord, il y a des carottes et des choux, des choux et des carottes. Exactement. Donc, il y a des comités où on peut les supprimer pour faire plus simple, mais il n'y a pas d'effectif. Donc, moi, j'ai été ministre des Transports. J'entends des gens qui veulent supprimer l'agence de financement des infrastructures de transport. C'est 3 emplois. Peut-être il faut améliorer, mais ce n'est pas ça qui va faire l'essentiel des économies. Donc la ministre du Budget a raison, quand on est ministre du Budget, on cherche des économies partout. Bon, maintenant, pour le débat public en général, il faut être clair, si on ne touche pas la dépense locale ou la dépense sociale, on ne fera pas nos 40 milliards d'euros d'économies pour 2026 et tout ce qu'on doit faire d'ici 2030, 2029, dans ce qu'on a pris comme engagement auprès de la Commission européenne et pour nous-mêmes. Donc oui, bien sûr, des opérations de fusion, de rapprochement, d'économies, mais soyons clairs, ce n'est pas sur 5% de la dépense publique que vous faites toutes les économies. C'est sur le reste, et le reste, c'est 50% de dépenses sociales, même un peu plus en France, et 20% de dépenses locales. Donc, pour vous, la bonne épure, ce serait quoi, justement ? On va d'ailleurs, à la demande de Bercy, faire une prospective, un chiffrage des économies au-delà de 2026, pour justement avoir une stratégie de temps long, parce que vous ne pouvez pas demander aux collectivités locales de faire des économies d'un seul coup. L'essentiel de leurs dépenses, c'est de l'investissement. Ça fait très longtemps qu'on demande d'en faire, mais du reste, certains disent, mais attendez... Ce n'est pas les opérateurs qui vont tout faire, c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi la dépense sociale. Mais certains disent en fait que le chiffrage de 16 milliards, vous savez, qui disait en fait sur les dépenses des collectivités locales, tous ces chiffrages étaient faux. Sur les collectivités locales ? Les chiffrages de qui ? Les chiffrages qui ont été sortis au moment justement de la préparation du budget 2025 en disant non, il n'y a pas des dépenses aussi somptueuses de la part des collectivités locales. Regardez, même certaines se sont dans une situation extrêmement difficile. Il ne faut pas passer d'une stigmatisation à l'autre. C'est pas soit les opérateurs, c'est vraiment la lie de la dépense publique, soit les collectivités locales sont responsables de tous nos maux. Je ne crois pas à ça. En revanche, quand on fait des efforts et des économies, ils doivent être partagés. Ce n'est pas l'État qui sont parfois des ministères, des services publics assez paupérisés, qui va tout faire de l'effort. Que les opérateurs, c'est-à-dire l'État au sens large en face, oui, très bien, on donne l'exemple nous, on en fera ailleurs. Mais il faut des efforts sur la dépense locale, c'est inévitable. Il faut des efforts sur la dépense sociale, c'est inévitable. Je prends un exemple, ce qui a fait que les Allemands ont réussi à réduire beaucoup leur déficit quand nous l'avons augmenté ces dernières années. Je parle du milieu des années 2000-2010. C'est quoi ? C'est les réformes Hartz, notamment. Les réformes sur l'assurance chômage, sur le marché du travail. Ça a augmenté le taux d'emploi en Allemagne de 5 points en 5 ans.
c'est des recettes par dizaines de milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Extrêmement dures sur le plan social, les réformes Arse. Alors exactement, moi je ne suis pas un fanatique de ces réformes en tout point, parce que ça aussi crée beaucoup de précarité, donc il faut faire attention à ça. Ce que je veux dire, c'est que sans réforme économique et sans attaquer la dépense publique par tous les bouts, pas seulement par un remède magique qui serait tout à coup les agences seules, eh ben, on n'y arrivera pas. On va revenir, je vous poserai, parce qu'on va parler de la liste qui vient d'être publiée sur les métiers en tension. Oui. Donc on fera un petit focus social, Clément Beaune-Juste. Encore une petite question sur le plan. Le plan fusionné avec France Stratégie, c'est combien de personnes ? À votre avis, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, aujourd'hui, la somme des deux, c'est à peu près 85 personnes. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais in fine, ça sera quoi ? Je n'ai pas encore fixé l'objectif final, parce qu'on va avoir une négociation budgétaire, y compris avec Bercy pour 2026. On fera des efforts. On en fait cette année. On réduit de 4 emplois, c'est 7-8%, c'est beaucoup, et on continuera les années suivantes. Oui, parce que même, je crois, dans la préparation si mes souvenirs sont exacts, de la préparation du budget 2025, on vous avait même supprimé tous vos budgets. Moi, je n'étais pas encore là, donc je sais, mais quand je dis vous, c'est à vous. Non, alors ça, c'est un point très important, parce qu'il y a eu au Sénat quelques amendements pour dire qu'il faut supprimer le Haut-Commissariat au plan. Oui. Je note qu'aucun groupe politique, dans aucune des deux chambres, et j'ai été moi-même auditionné par le Sénat et l'Assemblée depuis que je suis arrivé, n'ont demandé qu'on supprime les organismes de planification. Ce qu'ont dit notamment les sénateurs avec cet amendement qui était peut-être un peu un appel en quelque sorte, un appel à l'action, un appel à l'efficacité, c'était de dire n'en ayez pas deux. On ne va pas avoir le Haut-Commissariat au plan d'un côté, France Stratégie de l'autre. Donc ils ont raison. D'ailleurs, on applique la demande du Sénat en particulier en fusionnant le plus rapidement possible. Je prends un exemple quand même parce que je ne veux pas non plus qu'on dise aux gens « vous n'avez jamais fait d'efforts ». Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. France Stratégie, c'est moins 40 emplois depuis 2015. Quand on partait de 100-110, vous voyez que c'est quand même des efforts très importants. C'est 30% de réduction. C'est quoi ? C'est 50, 60 personnes ou vous comptez rester à peu près dans les 80 personnes, quitte à réallouer d'une manière ou d'une autre ? Anthony. Non, ce sera un peu moins. Je vais vous dire, de même que... Un peu moins que quoi ? Que 80 ou 50 ? Non, pas un peu moins que 50. Vous plaisantez. Il faut quand même qu'on puisse effectuer nos missions. Bon, on va réduire les effectifs. Moi, je fais du dialogue social. On va discuter et on va négocier notre budget. Moi, j'essaye d'être si je crois que cette mission est utile, c'est que je crois qu'il faut des agents publics pour l'exercer. Je crois qu'on peut faire des efforts de fonctionnement. Il n'y a pas que les emplois, des efforts de fonctionnement. Cette année, on fait moins 12% d'économies de fonctionnement depuis mon arrivée. C'est important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de structures dans les collectivités ou dans l'État qui font 12% d'économies de fonctionnement en une seule année. Donc on va continuer, pas que sur les emplois. Je ferai des efforts, on va les discuter, les négocier. Après, moi, je suis clair. Les agents publics, ce n'est pas les nouveaux boucs émissaires. On ne va pas dire il en faut zéro, ils sont superflus, etc. Moi, je pense que la mission qu'on fait, elle est utile. Il faut bien qu'on trouve des économies quelque part. Et pour l'instant, on a un peu de mal à les identifier. D'abord, moi, je fais ma part, mais nous, on a un budget au total de 20 millions d'euros. On ne va pas tout faire. Ce n'est pas avec ça qu'on va trouver les 40 milliards. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut être exemplaire. Et par ailleurs, notre boulot, c'est aussi de faire des propositions. Et vous connaissez mon ADN et mon engagement européen. Par exemple, sur la dépense locale, on va regarder ce qu'ont fait d'autres pays européens qui sont effectivement parfois organisés de manière un peu différente. Oui, il y a beaucoup moins de communes, il n'y a pas 36 000 communes. C'est vrai, mais on va regarder tout ça. Il n'y a pas autant d'échelons. Moi, je crois beaucoup parce que les pays européens, quand vous regardez le début des années 2000, notamment l'Allemagne, mais pas que, les Pays-Bas aussi, il y en a beaucoup qui étaient en situation budgétaire difficile. Il y en a aussi beaucoup qui ont réussi à faire des efforts sans passer à l'austérité ou au drame social. On peut y arriver. Et moi, je veux passer aussi un message d'espoir sur beaucoup de transformations publiques et politiques. On peut y arriver. Alors, changement de nom, vous avez dit. Ça sera quoi, grosso modo ? Non, mais je veux dire, ça sera un mélange entre le plan France Stratégie ou ça sera complètement un autre nom ? Non, ce ne sera pas complètement un autre nom parce que moi, je suis attaché à cette histoire. La stratégie du plan ? Vous verrez, je reviendrai, cher Edwige Chevrillon. Non, moi, je suis attaché à cette idée de planification, notamment, parce que c'est l'histoire, depuis 1946, de cette maison. Je rappelle souvent qu'il y a eu des changements de nom. France Stratégie était une des dénominations dans l'histoire, mais jamais cette structure, depuis 1946, il y a eu 53 gouvernements, n'a été supprimée parce que gauche et droite ont pensé que c'était utile d'avoir une petite structure de planification et de réflexion. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage de nos confrères qui fait beaucoup de bruit, nos confrères de Challenge, et si c'était lui avec Michel-Édouard Leclerc en couverture, mais qui montre quand même qu'il y a 66% des Français qui voient un Michel-Édouard Leclerc politique. Et comme il y a d'autres grands patrons aussi qui sont, ou de personnalités, de la société civile, il y a Teddy Riner, mais il y en a d'autres. Comment vous analysez ça, vous qui êtes un politique ? Est-ce que c'est la faillite des politiques, justement, la capacité à mener des réformes ? Parce que c'est un des arguments pour dire il nous faut quelqu'un qui soit pas politique. Alors, c'est pas complètement nouveau.
Parce à ce point-là, c'est quand même rare. Oui, mais bon, d'abord, il y a des variations ou des variantes, mais à chaque élection présidentielle, il y a des personnalités non politiques ou au départ qui sont en dehors de la politique, qui plaisent aux Français. Et d'ailleurs, les classements, sans parler des élections ou des sondages, des journaux régulièrement mettent des acteurs, des chanteurs en haut des baromètres plus que des politiques, soyez honnêtes. Bon, après, il y a une défiance qui est plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans à l'égard des politiques. Mais est-ce que c'est cette incapacité à réformer, de voir la situation dans laquelle se trouve la France, qui conduit les Français à se dire, finalement, c'est peut-être mieux de nommer quelqu'un qui osera faire des réformes? Mais vous savez, moi, j'ai écrit un bouquin pour dire, je dirais malgré tout que la politique est belle. Moi, j'ai pas toujours été en politique, je suis relativement jeune, j'ai eu un boulot en dehors de la politique, puis j'ai été en politique, j'ai été élu. Aujourd'hui, je suis un peu... Non, ça fait pas si longtemps, me vieillissez pas, tout à fait. Ça fait 4 ans que je fais de la politique active, mais pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le secteur public, chez Aéroports de Paris, au ministère des Finances, j'ai eu un boulot. Je n'ai pas commencé comme un professionnel de la politique. Je trouve qu'on est parfois trop dur avec les politiques, pour être honnête. Je dis pas ça pour moi aujourd'hui ou pour ceux que je connais et que j'apprécie. Dans tous les partis politiques, il y a des gens qui y croient, qui s'investissent. Et vous savez, des gens qui basculent en politique, qui viennent de l'entreprise, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est dur. Je pense que tout le monde le reconnaît. Sinon, il y en aurait plus qui basculent à la bascule. C'est difficile. Contrairement à ce qu'on dit, j'ose le dire, on ne s'en met pas plein les poches, contrairement à ce que les gens pensent. On travaille beaucoup, et les maires notamment. Et on affronte parfois les contradictions de ses concitoyens, parce que tout le monde veut réformer, mais quand on vous dit qu'il faut réformer, il y a moins d'enthousiasme. On est en France. Clément Beaune, c'est une rampe de lancement ? Pour vous, c'est un retour aux affaires parce que, donc, je le disais, vous avez été ministre des Transports et puis vous avez émis des réserves sur la loi immigration. Donc, Emmanuel Macron n'avait pas apprécié et vous avez éjecté de votre ministère. C'est un retour pour vous. C'est une rampe de lancement, là, lorsque vous regardez François Bayrou, qui est passé à Matignon, vous dites... Je suis sûr que ça soit toujours reproductible. Non, mais je ne sais pas, pour la mairie de Paris, est-ce que c'est... Écoutez, moi, j'ai été très transparent, c'est ma mission et je m'y investis à fond. J'ai recruté des gens, engagé la fusion, lancé de nouveaux rapports et je vais continuer tout ça. Donc, ce n'est pas un hobby, c'est une activité qui me prend beaucoup de temps et je m'y engage beaucoup, je trouve ça passionnant. C'est une activité qui est publique. On s'exprime, on défend des idées, et je continuerai par ailleurs à être un responsable politique, engagé. Vous savez, quand j'ai perdu aux élections, j'aurais pu me poser la question à Paris, aux élections législatives l'été dernier, j'avais gagné une fois dans des circonstances très difficiles, j'ai perdu une fois dans des circonstances plus difficiles, ça arrive à d'autres. Je continuerai à m'engager. Peut-être je serai à deux. Vous renoncez pas à Paris, quoi? Je renonce à rien du tout, en général. À rien du tout. Voilà, mais aujourd'hui, je suis concentré là-dessus et j'ai envie de bien faire. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye de s'investir, donc je le fais. Encore beaucoup de questions. Juste un point sur toutes ces commissions sur les aides aux entreprises, notamment celle du Sénat hier avec la fameuse audition avec Bernard Arnault, le président de LVMH. Est-ce que vous trouvez que c'est bien que tous ces chefs d'entreprise défilent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou vous trouvez que c'est devenu un peu le dernier truc qu'il faut faire, quoi, c'est d'auditionner des grands patrons? Parce qu'ils sont tous passés, que ce soit François Rupineau, Florent Ménégo, Jean-Dominique Senard, enfin on peut faire la liste est longue. Oui, il y en a eu beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient tous souhaité. Ils répondent, c'est la démocratie, à la convocation du Parlement. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est bien de répondre à la convocation du Parlement quand on est un citoyen. C'est obligatoire. Donc ils le font. Et je pense que c'est utile. Peut-être qu'il y a un lien avec ce que vous disiez sur les candidatures qu'on évoque pour la présidentielle, mais indépendamment de ça, je pense que c'est bien que nos chefs d'entreprise passent des messages. Parce qu'être chef d'un grand groupe français qui exporte à l'international, c'est une fonction, non pas politique au sens de l'élection, mais on est investi dans la cité, on crée des emplois, on affronte des circonstances parfois difficiles, on est confronté à la guerre commerciale ou aux tensions commerciales avec les Américains. Donc entendre M. Ménégo, M. Arnault, M. Leclerc et d'autres, qui sont d'ailleurs pas toujours d'accord entre eux, c'est bien. Est-ce que vous trouvez justement que les aides d'entreprise, 150 milliards, certains disent 200, Éric Lombard à ce même micro a dit que c'était 150 milliards. Est-ce que pour vous c'est trop? Est-ce que les entreprises françaises sont un peu trop dopées aux aides aux entreprises? Est-ce que vous trouvez notamment sur la question des cotisations sociales qu'effectivement il faut trouver peut-être un juste milieu? C'est quoi votre position? Justement, je vous livre un scoop. On va sortir une étude dans quelques semaines, quelques jours même, sur les aides aux entreprises pour y voir clair dans les chiffrages. Le chiffre qu'a évoqué Éric Lombard, et tant mieux d'ailleurs, il cite l'étude que France Stratégie va sortir. Donc il y a différentes façons de compter. Si on prend les définitions européennes des aides d'État, c'est beaucoup moins, c'est plutôt autour de 50 milliards. Si on prend le recensement qu'on a fait, on est sans doute autour de 150 milliards. Mais même quand on dit 150 milliards, ce qu'a évoqué le ministre de l'économie, on met un peu des choux et des carottes. Donc le mot d'aide n'est pas approprié à tout. Parfois, on compense une fiscalité élevée. Parfois, on essaye d'accompagner, par cette aide, entre guillemets, l'emploi.
Bon, prends un exemple, je vais peut-être vous surprendre, le crédit d'impôt recherche, qui fait partie de... 8 milliards. 8 milliards. Ce qui fait 15 000 entreprises. Qui fait partie de ce qu'on appelle des aides aux entreprises, parce que c'est une façon de soutenir l'innovation et la recherche. Crédit d'impôt. Oui, alors il y a des effets de bord, d'aubaine, etc. Moi, je suis un fervent partisan de son maintien. De son maintien sans toucher le cœur du dispositif du tout, parce que c'est un des très rares impôts, peut-être le seul, pas vérifié, mais on peut vérifier facilement, qui n'a pas bougé depuis 15 ans. Oui. Là, il y a un resserrement. Il y a un petit resserrement. Parce que, mais il faut, je crois, le préserver. Parce que peut-être qu'il n'est pas parfait, mais il y a une vertu à la stabilité fiscale. Il y a une vertu à la continuité fiscale. La politique de l'offre du président, s'il la défend, comme il l'a fait à Choose France au début de la semaine, c'est pas simplement pour faire plaisir à des entreprises, comme on l'entend parfois. C'est pour créer de l'emploi, attirer des investisseurs et surtout la stabilité de notre politique économique est essentielle. Le CIR, ça n'a pas été changé depuis Nicolas Sarkozy, ni par le président Sarkozy, ni par le président Hollande, ni par le président Macron. Faut-il revenir sur les charges, enfin les cotisations sociales et les exonérations de cotisations sociales? C'est des sommes très élevées. Certains parlent de 80 milliards. Peut-être que vous avez un autre chiffrage. Oui, c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Est-ce que pour vous, il faut, parce que c'est un point clé, on est au cœur de la discussion, puisqu'on voit bien que le patronat, ils disent il faut quand même élargir le financement de la protection sociale. Ça ne peut pas reposer que sur les salariés. Donc il faut élargir. Donc là, il y a la question de la TVA sociale. Ce matin, Maryse Léon de la numéro 1 de la CFDT dit il n'y en est pas question. On veut bien parler de capitalisation, mais pas de TVA sociale. Vous, c'est quoi vous réfléchissez sur quoi? Il y a beaucoup de confusion et débats. En 2 mots, les allègements tels qu'ils existent, je pense que cette aide, entre guillemets, ou ce soutien à l'emploi, puisque les entreprises, il faut le préserver. D'accord, dans sa totalité. Enfin, non, mais à la marge. Il faut le garder, l'ordre de grandeur. D'accord. Parce que je rappelle que ça a été une des grandes constantes d'abord des politiques économiques et sociales depuis 30 ans. Le gouvernement de gauche et de droite mais confondu. on peut bien évoluer. Parce bien que sûr, les métiers, le travail changent. Bien sûr, et je suis parfois pour qu'on fasse de grandes réformes, mais il faut aussi parfois un peu de continuité. Et si une politique a été maintenue par différents gouvernements, parfois amplifiée comme on l'a fait nous-mêmes, c'est peut-être qu'il y a un intérêt économique, et il y a des résultats d'ailleurs. Est-ce que vous allez travailler sur la TVA sociale? Alors, on va travailler sur la question de la taxation du travail, en regardant des comparaisons européennes, des systèmes qui ont été utilisés en Europe, parce que ces débats-là, sur réduire la taxation du travail, ils ont existé ou ils existent dans beaucoup de pays européens, en Allemagne par exemple. Mais parce qu'il n'y a pas le modèle social français, vous voyez bien. Là, bien sûr, on est sans doute plus attaché que d'autres, et moi j'y suis attaché comme responsable politique et comme citoyen, au fait qu'on socialise beaucoup certaines dépenses, y compris nos retraites. Je pense que c'est notre modèle et qu'on y est collectivement attaché. Maintenant, il y a quand même un problème, c'est que effectivement, ce financement, on a empilé beaucoup de dispositifs, il repose trop sur le travail. Et donc, il ne faut pas limiter le débat. C'est là-dessus que vous allez travailler, c'est le cas de le dire. Pour évoquer des options, pour évoquer des comparaisons européennes. Et nous, on ne va pas décider, parce que ce n'est pas notre boulot. Il y a quoi comme option, autre que la TVA sociale? Il y a quoi comme option? Il y a un livre qu'on cite beaucoup, qui est celui d'Antoine Fouché, qui a rejoint le conseil d'orientation d'ailleurs du plan, et j'en suis très fier, qui dit, si on baisse le poids des charges ou de la fiscalité sur le travail, il n'y a peut-être pas une seule autre solution pour financer. On peut faire des économies sur certaines dépenses. Il y a les questions sur les retraites, il y a les questions sur les successions, il y a des questions qui sont importantes et qu'il faut ouvrir, je pense, parce que, en fait, vous dites, on connaît bien les chiffres. Sur ces sujets, je crois qu'on connaît très peu les chiffres. Et je salue le fait que plusieurs syndicats, y compris les syndicats, et moi je les reçois un par un, ou les organisations patronales, ont bougé parfois sur leur totem ou leur tabou. L'UDP de M. Picon a proposé des choses qui sont inspirées de cette bascule, qui est très ambitieuse. Maryse Léon, vous avez raison, elle a dit son opinion sur la TVA. Voilà, mais Sophie Binet, elle dit c'est 200 milliards, c'est beaucoup trop. Oui, mais Maryse Léon, c'est un point important que vous avez cité d'un mot, elle a dit sur les questions de capitalisation pour la retraite, on peut réfléchir, on peut avancer. C'est une ouverture. C'est un vrai changement. Mais on voit que ça bloque. Vous avez vu ce matin, j'imagine, la liste qui vient d'être publiée sur les nouveaux métiers en tension. Oui. Est-ce qu'on a pris suffisamment? Est-ce que vous trouvez que c'est un reflet correct de la situation actuelle? Oui, alors on travaille d'ailleurs avec les services du ministère du Travail. Une prospective des tensions sur les métiers. Il y a la situation actuelle, ça c'est le boulot du ministère du Travail, il a actualisé la liste pour dire dans certains métiers en tension, il faut qu'on facilite les recrutements ou qu'on accompagne les recrutements. Nous, on va essayer de faire une prospective à 5 ans. 80 métiers, là, c'est région par région. Exactement. Nous, on va regarder avec les services du ministère du Travail une centaine de métiers, en regardant les impacts de l'intelligence artificielle, de la démographie. Est-ce qu'on forme assez d'ingénieurs ou assez de techniciens
pour la réindustrialisation, par exemple, pour l'énergie nucléaire, etc. Si vous ne formez pas les gens, vous pouvez avoir des ambitions pour le nucléaire ou pour les énergies renouvelables, par exemple, vous n'y arriverez pas. Donc, on va faire ce travail de prospective très sérieuse qu'on fait tous les 3 ans et que j'ai lancé. Et puis, sur les métiers en tension, il y a un point qui est important, Alice, qui est sorti ce matin, c'est que ça, c'est un des résultats, je crois, positifs de la réforme sur l'immigration, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des secteurs, notamment la restauration, où il y a des dizaines de milliers d'étrangers qui veulent bosser, qui bossent d'ailleurs, et qui sont parfois dans des situations extrêmement fragiles alors qu'ils sont réguliers. Il faut les aider à avoir un titre de travail, à rester dans notre pays dans des conditions de stabilité dans l'emploi et administrative, parce que c'est des gens qui bossent. Et à tous ceux qui se précipitent un peu facilement sur les débats du moment, peu droitier, pardon de dire comme ça, il faut se rappeler que maintenant, c'est plus si c'est droitier, parce qu'on voit bien quand même, regardez aussi la position même, le président de la République, il a évolué sur cette question. Enfin, le président de la République, il a souhaité qu'il y ait cet aspect-là dans la réforme sur l'immigration. Ça, c'est un aspect que j'ai toujours soutenu à fond. Et qu'on dise à tous ceux qui nous écoutent, imaginez 2 secondes si on se privait de gens qui sont étrangers, qui sont arrivés en France pour bosser, qui bossent comme des fous dans nos hôpitaux, dans nos restaurants, si on ne les avait pas. Oui, c'est sûr que certains disent bien que c'est important, mais c'est les conditions dans lesquelles on doit les intégrer. Là, on sécurise aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent bosser, qui bossent déjà. Si on fragilise leur situation familiale et administrative, eh bien, je pense qu'on est injuste et qu'en plus, on est inefficace sur le plan économique. Si on revient sur votre étude très intéressante, du reste, que vous avez publiée sur comment réarmer la France avec ses objectifs très ambitieux. Donc, avec un coût, vous avez estimé, vous, entre, je cherche le chiffre, et c'est 3,5% du PIB, en tous les cas. C'est l'objectif qui a été fixé par le président de la République. Mais il faut bien le financer. Comment est-ce que, c'est quoi la martingale dans le climat actuel? Il n'y a pas de baguette magique, mais en revanche, j'ai des chiffres. Si, ça sera une décision du président de la République et des autres pays européens qui se posent les mêmes questions. Et des autres pays, bien sûr. On va augmenter l'effort de défense, c'est nécessaire. La loi de programmation militaire le prévoit déjà. Et probablement, il faut aller au-delà. Après, la cible, elle sera définie, encore une fois, par une revue stratégique, partant des besoins des armées. Si on prend cet ordre de grandeur, parce qu'il est beaucoup évoqué dans le débat, 3,5% du PIB en 2030, ça veut dire un doublement du budget des armées. C'est ça l'ordre de grandeur, on est autour de 60 milliards aujourd'hui. Il faudrait, dans cette hypothèse, atteindre 120 milliards. On a juste montré, parce que tout le monde a des solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique, il y a du travail sérieux. Si on finançait que par des économies sur les autres dépenses publiques, ça voudrait dire atteindre un niveau d'évolution de la dépense chaque année qu'on a fait une seule fois depuis 1959. C'est pas impossible, mais ça veut dire que c'est un effort très lourd. Si vous le faites que par l'impôt, ce que je ne recommande pas, je ne recommande d'ailleurs pas d'augmenter les impôts tout court, ça voudrait dire 10 points de TVA supplémentaires. Vous imaginez, c'est impensable. Si on le faisait par des réformes économiques uniquement, c'est une très bonne idée, des réformes qui augmentent le taux d'emploi, sur l'assurance chômage, sur les retraites. Ça, c'était l'objectif du président Macron dans son premier quinquennat, mais il n'a pas réussi, on n'a pas réussi. On a augmenté le taux d'emploi. Un petit peu. Mais si on veut l'augmenter encore plus pour avoir plus de recettes publiques et financer tout cet effort et quelques autres priorités comme la transition écologique, en 5 ans, il faudrait faire l'équivalent de 8 fois la réforme des retraites. Donc c'est beaucoup. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut sans doute, ça c'est un choix démocratique et parlementaire, il faut sans doute combiner ces leviers. Moi, ma recommandation, c'est de faire des économies et des réformes. Et j'ouvre sur cette piste, on ouvre avec les auteurs sur cette piste, l'Europe. Parce que avoir une coordination européenne, ça peut aussi faire baisser les coûts sur certaines commandes industrielles et éviter les duplications en Europe. Oui, ça c'est clair. Une condition quand même, c'est qu'il y ait une priorité européenne. Parce que c'est toute la difficulté de la défense européenne, c'est qu'on voit bien, là encore, tous les jours, il y a des démonstrations comme quoi les uns préfèrent acheter américain. Vous avez raison. La condition de tout ça, c'est pas seulement l'argent, c'est un changement de stratégie, c'est la préférence européenne. Mais nos partenaires européens, ça bouge un peu, mais à la marge. J'ai travaillé sur le discours de la Sorbonne avec le président de la République. Il a commencé par l'autonomie en matière de défense. En 2017, on était 5 ans avant l'invasion de l'Ukraine. Personne n'a entendu. Personne n'a à l'époque embrayé. On a embrayé sur d'autres sujets, avancé sur d'autres sujets. La dette commune, par exemple, pendant le Covid, ça paraissait impossible. On l'a fait. Donc moi, je crois que dans la période qu'on vit, avec les secousses de Trump, avec la menace russe qui demeure et qui s'accentue même, avec le conflit ukrainien qui n'est pas réglé, eh bien, réarmer, c'est nécessaire. La prise de conscience européenne collective, elle est enfin là. Maintenant, c'est un peu comme votre réveil matin qui sonne. Il faut plusieurs alarmes parfois, plusieurs rappels d'alarme pour que les Européens bougent. Et c'est en train de bouger. Moi, je suis convaincu quand vous voyez des pays comme la Finlande et la Suède, par exemple, ils sont rentrés dans l'OTAN en quelques mois. La Finlande et les pays baltes, ils ont augmenté de presque 200% leurs dépenses de défense en 3 ans. Bon, donc on a des mouvements qui se passent en Europe. La Pologne est en train de dépenser beaucoup d'argent. L'Allemagne, un chancelier chrétien-démocrate, plutôt de droite, sérieux sur le budget,
a choisi d'augmenter la dépense de défense et d'investissement en général. Donc ça bouge en Europe et on aurait tort de considérer qu'il faudrait écarter l'Europe des solutions pour réarmer. La seule chose, c'est que déjà, quand on voit la difficulté de trouver 40 milliards d'économies en 2026, là, demain, quoi. Oui, mais au niveau européen, je ne dis pas qu'il y a des solutions faciles ou sans inconvénients, mais au niveau européen, à 27, nous ne sommes pas surendettés. Nous avons des marges de manœuvre. Et sur des biens communs, des projets communs, comme la défense, comme ça a été le cas pour la réponse à la crise sanitaire, on peut agir ensemble. On dépense au niveau européen, juste pour le ordre de grandeur, pour notre défense, tous ensemble, 3 fois moins que les Américains. Donc on va devoir payer pour notre sécurité. C'est ce que nous reproche le président américain, en disant il est temps d'arrêter il est temps quand même de vous assumer. Il n'a pas tort. Hein. Alors Donald Trump, il le dit avec brutalité et avec ses mots et son style qu'on n'aime pas beaucoup, mais les premiers américains nous l'ont déjà dit un peu plus poliment, même avant, et ils ont raison sur un point, c'est que la sécurité a un prix. Et que l'Europe doit payer pour sa sécurité. Oui, et que pour l'instant, l'Europe l'a négligé. Merci beaucoup. En tous les cas, donc je sais pas, on vous appelle au commissaire, au plan quand même. Pour l'instant, au commissaire, au plan et commissaire de France Stratégie, bientôt la suite. Merci beaucoup, suite à suivre. Merci d'avoir été avec nous, Clément Beaune. Et tout de suite, vous retrouvez Thomas Asportas et ses experts. La grande interview sur BFM Business.